Tu n'es pas la bienvenue à Noël, a annoncé ma mère devant tout le monde. La famille se soutient. Tu as refusé de te porter garante pour le prêt de 60 000 € de ta sœur. Elle souriait. Le lendemain matin, leur compte était gelé, leur carte refusée, et cela a commencé la semaine avant Noël. Ma mère nous a réunis dans le salon, ce qui aurait dû être un avertissement en soi. Elle ne le faisait que lorsque quelqu'un était mort ou lorsqu'elle voulait faire un spectacle. Elle se tenait près de la cheminée comme si elle allait prononcer un discours. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, les bras croisés, avec ce masque corporatif vide qu'il porte quand il ne veut pas être tenu responsable de quoi que ce soit. Ma sœur Laura était assise, avec un air suffisant, sur l'accoudoir du canapé, vêtue d'un tout nouveau sweat à capuche de marque que je savais qu'elle n'avait pas payé elle-même. Je venais de rentrer du travail. Je n'avais même pas enlevé mes chaussures. Tu n'es pas la bienvenue à Noël, Chloé. C'est ainsi qu'elle a commencé. Comme si j'étais une voisine qui laissait son chien faire ses besoins dans son jardin, pas sa fille. Puis vint la phrase qu'elle avait clairement répétée, la famille se soutient. Tu as refusé de te porter garante pour le prêt de 60 000 € de ta sœur. Personne n'a halté. Personne n'a crié. C'était juste le silence, mais pas le genre de silence normal. Le genre où tout le monde attend de voir ce que j'allais faire. J'ai regardé autour de la pièce. Julie, ma cousine, était là aussi. Elle était arrivée tôt, et je pouvais voir le choc sur son visage. Nous avons toujours été proches, et je pouvais dire qu'elle ne savait pas que cela allait arriver. Mon oncle et ma tante se tenaient au fond comme s'ils avaient été entraînés au milieu de quelque chose dont ils ne voulaient pas faire partie. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas scié. J'ai juste hoché la tête une fois et suis montée. C'est ce qui les a secoués, je pense. Parce que d'habitude j'aurais discuté. D'habitude, j'aurais essayé d'expliquer, de justifier. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait parce que je l'avais vu venir depuis longtemps. Mes parents avaient cette fantaisie que tant que je vivais sous leur toit, tout ce que j'avais était aussi à eux. Mon salaire, mes économies, mon temps. Et quand Laura, qui n'a pas gardé un emploi plus de 6 mois au cours des 5 dernières années, a demandé 60 000 € pour lancer sa prochaine grande idée d'entreprise, ils m'ont tous regardé comme si c'était déjà décidé, comme si j'étais difficile d'avoir même hésité. Ils n'arrêtaient pas de dire des choses comme « Tu es sa grande sœur. Tu devrais la soutenir. Et « Tu vis ici sans payer de loyer. C'est le moins que tu puisses faire. » Comme si ce n'était pas moi qui payais la moitié des factures et achetais les courses pour toute la maison. Comme si mes parents ne me demandaient pas constamment de couvrir de petites choses, qui se révélaient toujours être tout sauf petites. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise, pris mon ordinateur portable et je suis partie. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai même pas dit à Julie que je partais. J'ai conduit jusqu'à la location à court terme que j'avais discrètement sécurisée quelques semaines plus tôt et j'ai éteint mon téléphone. Ils ont célébré Noël sans moi, ont souri pour la caméra, ont posté les habituelles photos de groupe devant la cheminée avec des pulls assortis et des verres de vin, ont fait semblant que tout était normal. Mais à ce moment-là, j'avais déjà transféré mes virements automatiques vers une nouvelle banque. J'avais retiré mon nom du compte joint que mon père insistait pour que j'aide à surveiller, et j'avais gelé l'accès à la carte d'urgence qu'il m'avait d'une manière ou d'une autre convaincu d'ouvrir à l'université, celle qu'ils utilisaient encore sans demander. Le premier message est arrivé le vendredi matin. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ? Ma carte vient d'être refusée. » Puis vint le déluge. Ma mère a appelé 7 fois de suite. Mon père m'a envoyé un email, ce qu'il ne fait jamais, me demandant si j'avais accidentellement déplacé des fonds. Julie m'a envoyé un message me demandant si j'allais bien et s'ils avaient fait quelque chose pour me fâcher. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je savais ce qui allait arriver, et pour une fois, j'étais prête. Le samedi matin, les choses étaient passées du silence au bruit blanc. Mon téléphone s'est illuminé de notifications, d'appels manqués, de messages vocaux, de SMS. La plupart venaient de ma mère. Le reste venait de Laura, qui s'effondrait apparemment plus vite que prévu. La carte qu'elle utilisait pour tout, l'essence, la nourriture, ses précieux rendez-vous pour les sourcils, avait été refusée 2 fois ce matin-là.
Elle m'a envoyé une capture d'écran encerclée en rouge comme un signal d'avertissement. Chloé, répare ça. Je n'ai rien dans mon frigo à part des condiments. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les messages arriver, puis j'ai posé mon téléphone face cachée et je suis retournée siroter mon café sur le balcon de mon nouveau logement. Une petite location au 2e étage avec de la peinture écaillée, mais c'était la mienne. Le silence ici était épais et imperturbable. Personne ne passait devant ma porte pour me demander si j'avais payé la facture d'électricité. Personne n'empruntait ma carte de crédit pour acheter un cadeau d'anniversaire de dernière minute à son enfant sans jamais me rembourser. Pas de Laura, pas de culpabilité, pas de manipulation mentale. Je savais exactement ce que je faisais en partant. Avant de quitter cette maison, j'ai retiré chaque euro que j'avais des comptes partagés. Pas seulement les miens, mais aussi ceux auxquels j'avais été assez stupide de les laisser s'ajouter au fil des ans. Ils appelaient ça un fonds d'urgence familial. J'appelais ça du vol au ralenti. J'ai coupé tous les liens financiers qu'ils avaient avec moi un par un jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence quand l'argent a manqué. Lundi matin, la première fissure est apparue. Pas dans leurs finances, mais dans leur fierté. J'étais en train de rédiger un email au travail lorsque la réceptionniste a appelé mon bureau. Votre mère est là, elle dit que c'est urgent. Elle attendait en bas, tenant une tasse Starbucks comme si cela rendait sa présence décontractée. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé des nouvelles de mon travail. Elle a commencé un discours sur Noël, sur Laura, sur le fait que les familles ne tiennent pas les comptes. Je l'ai laissé parler, puis elle a lâché la phrase qu'elle pensait tout arranger, nous ne voulions pas que tu partes réellement. Comme si c'était un jeu. Comme si toute l'annonce dramatique devant la famille n'était qu'un bluff, un que je n'étais jamais censé appeler. Elle avait l'air réellement confuse, comme si elle s'attendait à ce que je sois toujours là, dormant dans mon ancienne chambre, finançant leurs problèmes par loyauté, culpabilité ou habitude. Puis elle m'a dit que Laura était en retard sur son loyer et menaçait de rentrer à la maison. Que leur service public était en retard, qu'ils allaient recevoir des gens de leur église le week-end prochain et qu'ils ne savaient pas comment ils allaient payer la nourriture pour tout le monde. Je lui ai demandé ce que cela avait à voir avec moi. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas expliqué. J'ai juste dit, bonne chance. Puis je me suis retournée et je suis retournée à l'ascenseur. Cette nuit-là, Julie a enfin appelé. Elle a dit que la discussion de groupe familial avait explosé. Laura disait à tout le monde que je leur avais volé, que j'avais pris leurs économies et les avais laissés sans rien. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. J'ai juste dit, qu'elle le prouve. Que n'importe qui demande des reçus. Qu'il vérifie qui a payé le loyer les 2 dernières années. Qui a acheté les courses? Qui s'est porté garant pour la voiture que Laura conduisait jusqu'à ce qu'elle la casse? Mercredi, le ton des messages a de nouveau changé. Mon père m'a envoyé un long message pour me dire à quel point il était déçu. Il a dit qu'ils avaient du mal maintenant, vraiment du mal, et m'a demandé si je pouvais aider juste pour ce mois-ci jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Il n'a pas demandé si j'allais bien, juste ce que je pouvais donner. J'ai répondu par SMS, je ne reviendrai pas. Ni à la maison, ni au compte, ni au jeu. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard, tu le regretteras. Peut-être pensait-il que je le ferais. Peut-être pensait-il que le sentiment d'être utile, d'être nécessaire, me manquerait. Mais tout ce que je ressentais cette nuit-là, c'était la paix. Le jour de Noël est arrivé avec une pluie verglaçante, le genre qui s'accroche aux fenêtres et trempe les vestes. Peu importe la vitesse à laquelle on courait vers la voiture, je n'ai couru nulle part. Je suis restée au lit plus longtemps que d'habitude. Téléphone en silencieux, laissant le calme remplir chaque recoin du petit appartement. Il sentait encore légèrement la bougie à la cannelle que j'avais allumée la nuit précédente. Le sol était froid, le radiateur cliquetait comme s'il faisait de son mieux, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Vers midi, j'ai fait du café et ouvert mon ordinateur portable juste par curiosité. Je savais qu'ils allaient poster. Ils étaient accros aux apparences. Et là, c'était là. Pyjama en flanelle, bougie allumée sur la cheminée, une photo de groupe maladroite qui semblait assemblée avec des sourires forcés.
Ma mère avait posté une story de la table du dîner, mais si on regardait attentivement, ce n'était pas leur festin habituel. Pas de dinde entière, pas de centre de table coûteux. Il y avait de la tarte, mais pas son genre habituel. On aurait dit une tarte à la citrouille achetée en magasin. Laura n'était pas sur la plupart des photos, et quand elle apparaissait, elle avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Julie m'a envoyé un message en une seule ligne à mi-dîner, ils ont servi des restes et ont menti à ce sujet. Il s'est avéré que la majeure partie du repas de Noël provenait d'une boîte de dons de l'église. Ils ont dit aux invités que c'était une nouvelle tradition pour éviter le gaspillage alimentaire. Ma mère a même fait passer ça pour une sorte d'effort de durabilité. Julie a dit que mon nom était apparu au moins 5 fois, non pas avec colère, mais comme une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. Personne ne comprenait pourquoi je n'avais pas pris contact, pas même pour discuter, et surtout pas pour m'excuser. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point ils croyaient que je faisais partie de leur machinerie, comme si j'étais une extension de leur vie. Ils pensaient vraiment que je craquerais pendant les vacances et appellerais en pleurs, demandant à rentrer à la maison, offrant de tout réparer si seulement ils me laissaient revenir. Cela avait déjà marché auparavant. Je n'ai même pas scié. Au lieu de cela, j'ai fait cuire un plat de farce dans mon propre four. Rien de fantaisiste, juste une boîte, mais je l'ai assaisonnée comme je voulais, j'ai fait des patates douces rôties, j'ai bu du vin d'une bouteille que j'avais achetée avec ma propre carte, et j'ai regardé un film que je n'avais pas eu le temps de regarder depuis des années. Quand je l'ai mis en pause à mi-parcours pour manger le dessert, j'ai ri de voir à quel point c'était ridicule d'avoir pensé si longtemps que la paix était un luxe. Il s'avère que la paix, c'était juste ne pas vivre avec des gens qui vous épuisaient et en attendaient toujours plus. Le vendredi, la façade a commencé à se fissurer. Mon père a rappelé. Cette fois, il n'a pas commencé par la culpabilité ou les menaces. Il avait l'air triste. Il a dit que le propriétaire de Laura avait envoyé un avertissement d'expulsion. Elle avait manqué 2 mois de loyer, comptant apparemment sur un miracle de Noël. Il a dit que Laura dormait jusqu'à midi, refusant de chercher du travail et s'en prenant à tous ceux qui le suggéraient. Je n'avais pas besoin de demander ce que cela faisait. J'avais vécu avec elle pendant des années. Puis vint la vraie raison de l'appel. Il voulait savoir si j'envisagerais de rentrer temporairement à la maison. Il a dit que nous pourrions reconstruire les choses, que nous étions plus forts ensemble, que je pourrais aider tout le monde à se remettre sur pied. Aider, il voulait dire financer. Je lui ai dit non, que j'avais fini, que j'espérais qu'il trouverait une solution, mais que je n'en ferais plus partie. Il est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose. Je pouvais dire qu'il l'avait gardé pour le bon moment, tu es ingrate. J'ai raccroché. Le samedi matin, ma mère m'a envoyé un email. Long et formel comme si elle écrivait à un propriétaire. Elle a énuméré les factures, l'essence, l'électricité, un paiement de voiture manqué. Elle a dit qu'ils essayaient de maintenir la maison stable, mais que les choses étaient difficiles sans ma contribution. Puis elle a demandé 2000 €. Elle a dit que cela aiderait à rétablir un certain équilibre. Elle a dit que cela montrerait que je me souciais toujours d'eux. J'y ai réfléchi longtemps. Puis je l'ai envoyé. Non pas parce qu'ils l'avaient mérité. Non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que je voulais en finir. Je voulais que la ligne soit tracée si clairement que même eux ne pourraient pas faire semblant du contraire. En plus du virement, j'ai envoyé un message, c'est la dernière fois. 2 jours plus tard, Laura m'a envoyé un message pour la première fois depuis plus d'1 semaine, c'est tout. Sérieusement, tu vaux bien plus que ça. J'ai fixé ce message pendant longtemps. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. Qui elle était, qui ils étaient, et ce qu'ils pensaient que je leur devais. Alors, je l'ai bloqué. Puis, j'ai bloqué ma mère, puis mon père. J'ai supprimé l'ancienne discussion de groupe familial, changé chaque mot de passe et verrouillé chaque compte que je pouvais. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Et pas une seule fois je ne l'ai regretté. Je pensais vraiment que ce serait la fin. Après les avoir bloqués, c'était le silence. Pour une fois, vraiment le silence. Pas seulement dans mon appartement, mais dans ma tête. Pas de bourdonnement d'effroi chaque fois que mon téléphone s'allumait.
Plus de questions pour savoir s'ils allaient me culpabiliser ou m'entraîner dans un désordre. C'était comme si j'avais enfin coupé le cordon de la pression constante pour résoudre des problèmes que je n'avais pas causés. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai préparé des repas que personne ne critiquait. J'ai réaménagé mon petit appartement et acheté un canapé d'occasion pour lequel je n'avais pas à demander la permission. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le premier meuble que j'avais entièrement choisi pour moi-même. Chaque nuit, j'allumais une bougie, je mettais de la musique et je m'asseyais sur ce canapé en paix. Puis, 2 semaines après Noël, mon téléphone a sonné, mais ce n'était pas eux. C'étaient les RH. Ils m'ont demandé de venir au bureau pour une brève discussion. Cette phrase aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je suis entrée, je me suis assise en face de mon manager et du représentant des RH, et ils m'ont tendu un email imprimé. Pas de salutation, pas de signature, juste un long bloc de texte envoyé depuis un compte Gmail générique. Les accusations étaient folles, j'utilisais les fonds de l'entreprise pour soutenir des investissements familiaux illégaux, j'accédais à des données confidentielles en dehors des heures de travail et je manipulais des dossiers financiers pour un gain personnel. On aurait dit que quelqu'un avait regardé quelques drames criminels et avait décidé de s'essayer au sabotage d'entreprise. Ils n'ont nommé personne, mais j'ai su immédiatement. Laura ne pouvait pas me joindre, alors elle s'en est pris à mon travail. Le représentant des RH a dit qu'il ne m'accusait de rien, mais qu'il devait enquêter sérieusement sur chaque signalement. J'ai dû passer 2 jours de réunion, fouiller mes journaux d'activité et prouver ligne par ligne que je n'avais rien fait de mal. Cela m'a secoué plus que je ne voulais l'admettre. J'avais travaillé si dur pour bâtir cette carrière. Des nuits tardives, des matins tôt, surmontant l'épuisement juste pour prouver que je méritais d'être là. Et maintenant, ma propre famille essayait de tout détruire. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là en silence. Je suis restée dans ma voiture devant mon appartement pendant près d'1 heure. Je n'ai même pas pleuré. J'étais trop en colère pour pleurer. C'est là que j'ai appelé un avocat. Pas pour me venger. Pas encore. Juste pour savoir quelle protection j'avais. Je lui ai tout donné. Les relevés de comptes partagés, les messages concernant le prêt de 60 000 €, l'email des RH et le message vocal que ma mère avait laissé d'un nouveau numéro en faisant semblant de s'inquiéter pour moi. L'avocate m'a dit que j'avais un dossier si cela dégénérait. Diffamation, harcèlement, voire fraude. S'il touchait à quoi que ce soit en mon nom. Elle m'a dit de commencer à tout documenter. Chaque appel, chaque message, chaque petite chose bizarre qu'il faisait. Je ne pensais pas que ça pouvait empirer. Puis Julie a appelé. Elle avait l'air essoufflée, en colère, a dit que Laura avait appelé la famille, leur disant que j'étais en de graves difficultés financières, que j'avais perdu mon travail, que j'étais trop fière pour demander de l'aide. Elle leur a dit que j'étais déprimée, seule, mentalement instable. Elle leur a dit que je gaspillais de l'argent et que je pouvais être endettée. Elle a même dit, et cette partie m'a fait frissonner, que s'ils voulaient aider, ils pouvaient envoyer des dons à son compte et elle s'assurerait que je les reçoive discrètement. Laura avait créé toute une fausse crise, utilisant mon nom pour collecter de l'argent auprès de parents qui ne l'aimaient même pas. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai appelé ma banque immédiatement et tout verrouillé, changé chaque mot de passe, gelé mon crédit, déposé une alerte à la fraude. Le lendemain matin, je suis allée au poste de police et j'ai déposé une plainte. Je ne savais pas s'il ferait quelque chose tout de suite, mais j'avais besoin d'une trace. Si elle ouvrait ne serait-ce qu'une carte sous mon nom, je voulais qu'on l'arrête net. Puis j'ai fait un dernier geste. J'ai enregistré une vidéo. Je ne l'ai pas postée publiquement. Je l'ai juste envoyée à Julie. Dans celle-ci, j'ai calmement exposé tout. L'abus financier familial. La tentative d'escroquerie de prêt, le rapport RH, le stratagème de fraude que Laura mettait en place. J'ai demandé à Julie de la montrer à toute personne de la famille qui demanderait. Qu'ils voient mon visage. Qu'ils entendent la vérité de ma bouche. Sinon celle de Laura. Les retombées ont commencé lentement. L'un de mes oncles m'a envoyé un message d'excuse. Ma tante, celle qui agissait toujours comme si Laura marchait sur l'eau, m'a envoyé un long email maladroit expliquant qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire. Et Julie m'a envoyé un message, il la voit enfin telle qu'elle est vraiment.
Mais je ne célébrais pas. Pas encore, parce que les gens comme Laura ne partent pas tranquillement. Et j'avais le sentiment que ce n'était pas son dernier coup. Décembre est arrivé comme un invité indésirable. Inattendu, lourd et froid de toutes les manières qui vous surprennent. Je travaillais toujours à temps plein, je cuisinais toujours pour une personne, j'essayais toujours de me convaincre que tout était enfin sous contrôle. L'avocat était en attente. Mes finances étaient verrouillées plus étroitement qu'un coffre-fort. Je ne répondais plus aux numéros inconnus, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Puis Laura est venue à ma porte. C'était un samedi matin, ciel gris, vent glacial, et elle était là, appuyée contre la balustrade devant mon immeuble comme si elle avait tous les droits d'être là. Pas d'avertissement, pas d'appel. Juste arrivée, capuche levée, main fourrée dans sa veste comme si elle cachait quelque chose. Elle a essayé de faire ça l'air décontracté. Elle a dit qu'elle voulait juste éclaircir les choses. Elle a prétendu que maman était malade maintenant et que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle me pardonnait. Me pardonner. Je me tenais là, tenant un sac de courses pendant qu'elle me récitait des répliques. Elle m'a dit que j'étais toujours de la famille et que je ne devais pas laisser l'argent ruiner ce que nous avions. Et puis elle a sorti un morceau de papier et a dit qu'elle avait juste besoin d'une dernière chose. Une signature pour un bail. Je ne l'ai même pas regardée. Je lui ai dit que si elle revenait un jour dans cet immeuble, j'appellerais la police. Que je ne lui devais pas un seul mot. Elle a marmonné quelque chose sous son soufflet et est partie en trombe. Elle n'a même pas regardé en arrière. Je l'ai regardée monter dans une voiture de covoiturage qui était probablement facturée sur le compte de quelqu'un d'autre et partir comme si rien ne s'était passé, mais c'était le cas. Le lendemain, ma boîte aux lettres a été forcée. Pas mon appartement, juste la fente à courrier en bas, forcée avec quelque chose de coupant. La serrure était tordue et la moitié du contenu avait disparu. Pas les publicités, juste les bonnes choses. Des documents bancaires, une lettre de mon assurance, une carte prépayée que j'attendais. J'ai signalé cela immédiatement. Le propriétaire a dit qu'il n'avait jamais eu de problème auparavant. Je savais qui c'était. Je ne pouvais pas le prouver, mais je savais. J'ai transféré tous mes relevés en ligne et le reste a été réexpédié à une boîte postale de l'autre côté de la ville. Une contrainte, mais mieux que d'attendre le prochain coup. Cette même nuit, j'ai reçu une alerte à la fraude. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une ligne de crédit dans une bijouterie dans le New Jersey. Puis encore le lendemain, cette fois chez un concessionnaire. Je n'avais pas quitté l'État. Je n'avais même pas quitté la ville. Mon nom circulait comme un chèque en blanc. J'ai appelé mon avocate le lendemain matin. Elle n'a même pas hésité. Ce n'est plus un drame familial, a-t-elle dit. C'est criminel. Elle a déposé une autre plainte. Cette fois, c'était plus grave. Elle a contacté le magasin où la tentative de crédit a été faite et a demandé des images de surveillance. Elle a envoyé une lettre de mise en demeure directement à mes parents, adressée spécifiquement à Laura, livrée par courrier certifié avec horodatage et signature. Je pensais que cela arrêterait tout, mais ma mère m'a laissé un message vocal d'un autre nouveau numéro. Elle semblait calme au début, mais ses mots étaient cinglants. Nous avons reçu votre lettre, Chloé, et nous sommes navrés. Mais si vous continuez comme ça, nous serons forcés de riposter. Comme si c'était une guerre que j'avais commencée. Comme si je les menaçais en me protégeant. Elle a continué pendant 3 minutes entières. Elle a parlé de la façon dont j'avais abandonné la famille, de la façon dont je les avais humiliés, de la façon dont Laura faisait de son mieux. Elle a dit que si je rendais cela public, si j'allais plus loin, je le regretterais. Elle n'a pas dit comment. Elle n'avait pas besoin de le faire. J'ai rejoué le message 3 fois, non pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que je voulais me souvenir de chaque mot. Le lendemain matin, j'ai donné le message vocal à l'avocate. Elle l'a classé dans le dossier grandissant étiqueté « Harcèlement familial et fraude ». Chloé M, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. Mais quelque chose en moi a changé. Ce n'était plus un malentendu. Ce n'était plus une brouille familiale ou des vacances ratées. C'était du sabotage. C'était calculé, dangereux et personnel.
Et ils n'essayaient pas seulement de me faire revenir. Ils essayaient de me ruiner si je ne le faisais pas. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion cette nuit-là, dans la lueur d'une seule lampe. La pièce était silencieuse. J'ai regardé tout ce que j'avais construit, aussi petit que cela fut, et j'ai réalisé quelque chose de brutal, ils n'essayaient pas de me récupérer. Ils essayaient de s'assurer que je n'avais rien sans eux. Et ce fut la dernière erreur qu'ils feraient jamais. Janvier est arrivé, calme et lourd, comme le genre de silence qui ne signifie pas la paix. Juste une pause avant quelque chose de pire. J'avais tout fait correctement, verrouillé mon crédit, déménagé mes comptes bancaires, déposé la plainte à la police, tout transmis à mon avocate. Je changeais mes mots de passe chaque semaine, signalais toutes les demandes et configurais des alertes pour toute activité liée à mon nom. Je pensais que j'avais une longueur d'avance sur eux. Je pensais avoir construit un mur trop haut pour qu'ils puissent le franchir, mais ils n'avaient pas besoin de grimper. Ils ont commencé à creuser dessous. Le premier signe fut petit. Mon propriétaire a laissé une note sur ma porte, « Veuillez passer quand vous avez un moment. » Rien de grave. Du moins, c'est ce que je pensais. Lorsque je suis entrée dans son bureau, il avait l'air mal à l'aise. Il a dit qu'il avait reçu un email anonyme. Pas de nom, juste une adresse générique. Il m'accusait d'attirer l'attention criminelle sur l'immeuble. Il disait que j'étais sous enquête pour fraude et que j'avais été impliquée dans un conflit familial qui avait tourné à la violence. Je l'ai regardé avec incrédulité. Il a baissé les yeux et a dit qu'il n'y croyait pas, mais qu'il devait le documenter. Pour la sécurité de l'immeuble, ils essayaient de me faire expulser. Au moment où je suis rentrée dans mon appartement, je me suis assise et j'ai écrit une chronologie complète. Non seulement les attaques, mais aussi la façon dont chacune a dégénéré. D'abord, le chantage à la caution, puis l'humiliation publique de Noël, les comptes gelés, l'effraction de la boîte aux lettres, le faux rapport RH, la fraude au crédit, les campagnes de diffamation, maintenant cela. Chaque incident remontait à eux. Mais ce qui me glaçait le plus, c'est qu'ils étaient prêts à me rendre SDF juste pour me punir d'avoir dit non. J'ai appelé mon avocate cette nuit-là. Elle n'a pas hésité. Elle m'a dit de tout préparer pour une ordonnance de protection formelle. C'était au-delà du harcèlement maintenant. C'était ciblé, délibéré et malveillant. Je lui ai donné tous les documents, messages vocaux, même une copie imprimée de l'email d'expulsion anonyme. Puis vint le dernier message vocal de ma mère. Nouveau numéro encore. Elle a dit qu'ils avaient reçu la mise en demeure, qu'ils étaient choqués que j'aille aussi loin. Elle a affirmé qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me faire du mal. Juste de me ramener à la réalité. Puis elle l'a dit, si tu vas plus loin, Chloé, tu ne nous coupes pas seulement les ponts. Tu déclares la guerre à ta propre famille. C'est là que j'ai su que ce n'était plus une question d'argent. Ce n'était même plus une question de Laura. C'était une question de contrôle, de s'assurer que je ne me sentirais jamais en sécurité à moins d'être à genoux à leurs pieds, les remerciant de me laisser exister. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai enregistré le message vocal et je l'ai envoyé à mon avocate. Puis Julie m'a envoyé un message, regarde l'Instagram de Laura. Je l'ai fait. Et il y avait un carrousel de photos, elle l'air triste sur le porche, une photo floue de ma chambre d'enfant, et une légende qui disait « J'ai perdu ma sœur cette année ». Pas à la mort, mais à la cupidité. Elle a choisi l'argent plutôt que la famille. Plutôt que moi. Des centaines de likes. Des dizaines de commentaires de personnes qui ne me connaissaient pas, ne se souciant pas de demander, lui disant à quel point elle était forte. L'un d'eux disait « Tu mérites mieux ». Le sang ne signifie pas la loyauté. J'ai presque ri. Puis Julie m'a envoyé une capture d'écran du compte alternatif de Laura. Un commentaire qu'elle a posté sous sa propre photo en utilisant un faux profil, elle reviendra en rampant. Ils le font toujours. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a lâché. Non pas de rage, pas même de tristesse, juste de la clarté. Ils n'essayaient pas de me reconquérir. Ils essayaient d'effacer la version de moi qui n'avait pas besoin d'eux. Alors, j'ai écrit un dernier email. Envoyé directement à tous les deux. Juste 3 lignes, je ne suis plus votre fille. Vous n'êtes plus ma responsabilité.
Essayez-moi encore et nous réglerons cela devant les tribunaux. Puis j'ai disparu. Déménager d'appartement. Nouvelle offre d'emploi dans une nouvelle ville. Pas d'adresse de réexpédition. Pas d'information de contact mise à jour. Seule Julie savait où j'étais allée et elle a promis de ne jamais dire un mot. J'ai laissé derrière moi tout ce qu'il pensait pouvoir continuer à utiliser. J'ai changé de numéro. J'ai fermé toutes les dernières portes. Et pour la première fois, vraiment et enfin, j'étais libre. Je leur avais donné toutes les occasions d'agir comme une famille. Ils ont choisi d'agir comme des ennemis. Maintenant, ils peuvent vivre avec le silence qu'ils ont créé et la fille qu'ils ont perdue. Ils essaient encore parfois. De petites choses. Une carte de Noël envoyée à mon ancienne boîte postale sans adresse de retour. Une invitation au mariage d'un cousin avec un « J'espère que tu reconsidéreras » gribouillé à côté de mon nom. Je ne réponds pas. Je n'ouvre plus rien d'eux. Julie me tient au courant quand je le demande, mais sinon je laisse tout s'estomper en bruit de fond parce que ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que je ne me suis pas contentée de les quitter. J'ai marché vers quelque chose de mieux. Moi-même, ma paix, ma vie enfin mienne. Et aucune quantité de culpabilité, de sabotage ou de manipulation ne me ramènera jamais dans leur ombre.